Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam! Donc aujourd'hui, on est au 102e épisode de notre podcast. Et aujourd'hui, notre thème, ça va être combattre des gros monstres sur lesquels on grimpe. Rien de Je moins. pourrais trouver rien de moins, mais c'est à peu près ça. Je n'ai pas trouvé une bonne... ou en fait, l'escalade des colosses, peut-être, Pas pire, ça. fait référence au jeu Shadow of Colossus aussi, pour ceux qui connaissent ça. Où est-ce que tu grimpais sur des monstres géants pour attaquer leurs points faibles, pour les battre. Ben, c'est le même concept. Puis aujourd'hui, je vais défendre Skulk Hollow. Et toi, Sam? Moi, je vais vous parler de Leviathan Wilds. Qui est tout récent. Mais avant de passer au plat principal, on va parler de notre épisode de l'an passé, qui était un épisode dédié au jeu de mouvement caché, dans lequel j'avais défendu le jeu Mind Management, où en fait, il faut empêcher des agents d'aller recruter. En fait, il faut empêcher des recruteurs d'aller recruter des agents qui sont cachés sur la carte. Puis nous autres, on est des agents renégats qui doivent trouver le recruteur pour l'empêcher de gagner la partie. C'est un jeu tous contre un, parce qu'il y a un joueur qui va jouer le recruteur, puis des joueurs qui vont jouer les renégats. Chaque renégat a comme ses petits pouvoirs, puis ça, puis il va se déplacer. On mêle mouvement caché et déduction parce qu'on peut aller chercher des indices sur où est passé le recruteur. Fait qu'on a une carte avec différents emplacements. Chaque emplacement a comme des petits symboles. Puis on peut utiliser ces symboles-là pour tracer le chemin du recruteur. Puis le jeu se veut un peu évolutif d'une certaine façon, parce que une fois qu'on commence à jouer une partie, selon si c'est le recruteur ou les agents qui ont gagné, ben, tu peux ajouter un module au jeu qui va aider un bord ou l'autre. Fait que si tu joues souvent avec les mêmes personnes, il y a moyen comme d'équilibrer le jeu à long terme pour que ce soit plus facile ou plus difficile pour un côté en fonction des modules que tu ajoutes. Ouais, j'avais trouvé ça correct, mais, tu sais, sans plus. Je pense que tu le possèdes plus maintenant. Oui, ben moi j'avais trouvé intéressant. Moi, je l'ai aimé, mais j'ai réalisé que j'avais de la misère à le sortir quand même pas mal. Tu sais, c'est mouvement caché, c'est pas un truc qui est pour tout le monde. Là, le simple contre tous, j'avais un peu de misère aussi. Fait que je m'en suis départi. Il y avait une façon de jouer solo, je l'avais essayé, mais c'est moins, Pas pareil, là. c'est ça, c'est pas pareil. Fait que c'est ça, fait que je m'en suis départi, mais j'avais joué quand même quelques parties, j'avais regardé un peu les modules, qu'est-ce que ça changeait, mais c'est ça, je ne l'ai plus depuis. Parce que j'ai une petite collection, fait que je fais un peu de ménage de temps en temps. Celui-là, il est passé à la trappe. C'est correct, on peut pas Et tous les garder non plus, là. c'est ça. Moi, de mon Et de côté, ton côté? j'avais parlé de Spectre Ops, qui est aussi un jeu de mouvement caché, un contre tous. Bien que quand tu joues à 5 joueurs, je pense qu'il peut y avoir un trait caché parmi ceux qui cherchent le 1. Dans le fond, chaque joueur va avoir un personnage avec une petite habilité spéciale qui peut déclencher une fois pendant la partie pour faire un petit haha. Fait que ça rajoute un peu de tension à quand est-ce que le monde va utiliser cette habilité-là, qu'est-ce qu'elle peut faire, puis tu sais, ça fait que tout est pas trop déterministique dès le début, là. Parce que tu sais, c'est le genre de jeu que celui qui est caché au début, il va avoir comme. Je pense qu'il y a 4 points à aller visiter, puis il faut qu'il en visite 3 de ces 4-là, là, ou quelque chose comme ça, puis après ça, il peut ressortir. Fait que tu sais, au début de la partie, il peut être un peu n'importe où, mais plus ça avance, plus les autres peuvent comme resserrer le filet, puis savoir qu'il faut absolument qu'il aille dans une zone en particulier, puis en plus, t'as comme une pression de temps qu'il faut que tu ailles visiter ces endroits clés-là avant un certain nombre de tours, sinon t'as perdu. Là. Fait que ça te force à prendre des risques, te compromettre un petit peu. Là.
J'ai pas vraiment rejoué moi non plus depuis le duel. Là. J'ai encore le jeu, mais c'est ça. Je serais curieux de l'essayer avec plus de. Tu sais, nous on l'avait joué à deux, là. Je serais curieux de l'essayer avec plus de joueurs, puis justement avec la possibilité d'un trade caché. Peut-être que ça pourrait ajouter un peu de piquant à la partie, là. Mais sinon, tu sais, dans le genre, je l'ai pas trouvé extraordinaire lui non plus, mais je trouvais qu'il faisait bien ça. Puis tu sais, on est vraiment au jeu du chat et de la souris pure. Là. Il y a pas trop de flafla autour. Là. Ouais, c'est ça. Tu sentais vraiment, là, comme tu dis, je fais la souris, là, la course à essayer de trouver les bons angles de vue pour coincer l'autre joueur. Là. C'était quand même intéressant cet aspect-là. C'était bien fait. Ouais, puis il y a juste assez de petits gadgets autour. Il y a un véhicule que les patrouilleurs peuvent utiliser, avec les habilités que tu peux faire une fois, tout ça, ça. Tu peux le changer aussi d'une partie à l'autre, les habilités. Fait que c'est pas tout le temps exactement la même affaire. Même si c'est toujours la même map. Fait que non, je pense que c'est bien. Euh, dans le genre, j'en ai pas vu beaucoup qui étaient vraiment mieux que ça. Comme tu disais, moi c'est pas un genre que j'ai le goût de jouer tant souvent non plus, puis que j'ai le groupe dédié pour ça. Fait que peut-être pour ça qu'il est resté sur les tablettes depuis le duel. Donc, c'était le petit retour sur notre duel de l'an passé. Maintenant, on va parler des jeux auxquels on a joué récemment. Et on va commencer par toi, Sam. Ouais, ben au dernier épisode, on avait parlé de la journée Board Game Duel, mais on n'a pas eu le temps de parler de tous les jeux auxquels on a joué pendant cette belle journée-là. Fait que moi, il y a Marie qui nous a montré le jeu Raising Robots, qui a été designé par Brett Sobel et Seth Van Orden et publié par Novo Games et qui est distribué ici par le Randolph. C'est sorti en 2023, mais je pense qu'il est arrivé à la fin de l'année passée, là, ici au Québec. Là. Ou en tout cas dans sa version française, peut-être. Puis si j'avais un pitch à faire sur Raising Robots, je te dirais que c'est un mélange de Wingspan puis de Race for the Galaxy. Avec une thématique un peu Wall-E, là. Des robots cute, là. OK, là, tu m'intrigues parce que là, tu mélanges un jeu que tu aimes beaucoup puis un jeu que tu n'aimes pas beaucoup. Là. Tu me fais me poser des questions. Là. Fait que Fait ça que donne c'est un un jeu que jeu tu très que moyen. j'aime bien, finalement. En gros, tu vas te faire un tableau de cartes avec des robots, puis les robots en question sont comme vraiment cute, puis c'est clever, comme les petits jeux de mots qu'ils ont fait avec le nom des robots, puis leur fonction, puis la façon qu'ils ont dessiné, si tu veux, là. T'sais, ça fait un peu cartoon, caricature, là. Puis, ça ressemble à Wingspan dans le sens que t'as comme trois rangées dans ton tableau, puis quand t'actives une rangée, ben t'actives tous les robots qui sont dans cette rangée-là. Un peu comme t'actives tous les oiseaux d'un milieu de vie dans Wingspan. Je me rappelle plus c'est quoi thématiquement là, un habitat. L'habitat. C'est ça. Puis là où ça ressemble à Race for the Galaxy, c'est que dans le fond, au début du tour, tu vas avoir un paquet de cartes que tout le monde va avoir le même, mais que tu vas. Je pense qu'il y a 8 cartes, puis t'en piges 2 à chaque tour. Fait que, tu sais, au bout de 4 tours, tu vas avoir passé ton deck au complet, mais tout le monde va pas les passer dans le même ordre. Puis, ces cartes-là, dans le fond, ils vont déterminer un peu combien de power qui va aller sur chaque action. Fait que t'en choisis deux, tu vas les assigner à deux actions bien précises. Puis là, soit que ça va comme dire que cette action-là, tu vas la faire. Tu vas avoir une force d'action qui va être comme deux fois le nombre de power qui est dessus, mais toi, t'en mettras pas. Puis t'as d'autres cartes qui vont te faire que ta force d'action, ça va être un, mais que tu mets du power sur cette action-là. Fait que c'est comme plus sûr que tu vas pouvoir la faire, cette action-là, ce tour-ci. Je sais pas si tu me suis. Un peu. Je crois que tu as aussi ça faire une espèce de balance pour que tu te mettes du power sur une action en espérant pouvoir la faire plus tard. C'est ça? Mais c'est que dans le fond, toutes les actions qui ont du power dessus vont pouvoir être faites par tous les joueurs. Puis si jamais il n'y en avait pas ou que tu voudrais avoir des actions plus fortes, tu peux toujours payer de tes ressources à toi pour augmenter cette power-là. Puis plus ton power est fort, plus tu vas pouvoir faire l'action vraiment de manière plus forte. Là.
Comme si t'as l'action upgrade, par exemple, qui est de prendre un. En fait, non, c'est de prendre des jetons sur ton tableau, puis d'aller les placer sur tes robots. Fait que c'est un peu comme dans Sight, là. C'est tu débarres des bonus à une place, puis tu vas aller comme. T'es prends de ton tableau personnel, puis t'es mets sur tes cartes. Mais où ce que tu les mets, ça va rendre cette action-là plus forte. Puis où ce que tu l'enlèves, ça va rendre tes revenus de cette action-là plus forte aussi. T'améliores comme deux affaires en même temps. Ce qui est quand même cool, puis que ça te donne un peu de crunch là, à savoir de qu'est-ce que t'enlèves d'où. Puis en plus, c'est que ce que t'enlèves, c'est comme des jetons de couleurs. Puis là, où ce que tu vas les placer, il faut que la couleur elle matche avec ce que t'as enlevé. Là. Fait que ça te rajoute un petit puzzle d'optimisation. Puis dans le fond, cette action-là, plus qu'il y a de power dessus, moins que ça te coûte cher en ressources pour le faire. Fait que si t'as juste un power, ça va te coûter 4 ressources, mais si t'es capable d'avoir 7 power sur cette action-là, soit parce que c'est toi qui les as mis dessus, ou t'as joué ta carte, profite plus des powers qui sont dessus, ou tu dépenses du power, ou t'as des trucs dans ton tableau qui fait que cette action-là est toujours plus powerée, ben tu vas être capable de te rendre à 7, puis là, ça va te coûter une ressource par upgrade que tu veux faire plutôt que 4 ressources. Fait qu'à chaque Fait que tour. fait qu'il y a quand même un peu de planification puis de stratégie à savoir qu'est-ce que tu vas vouloir améliorer en fonction de qu'est-ce que tu as comme power de disponible. Ouais, mais en fait, le power que tu as disponible, c'est carrément ça qui va déterminer les actions que tu peux faire. T'es tout le temps un peu à la merci de où est-ce que les autres joueurs vont choisir d'aller ajouter du power. Parce que s'il y a une action que personne met de power dessus, ben ça se fera juste pas. Là. Je pense que tu peux même pas la faire, même si t'aurais de l'énergie dans ta réserve personnelle pour en rajouter dessus. Là. Fait qu'il faut que tu choisisses les actions que tu as besoin, mais en même temps, des fois, il faut que tu espères que les autres vont chip in sur la même action que toi, puis que là, tu vas pouvoir la faire plus forte. Mais eux aussi, tu sais. Fait que ça rajoute de l'interaction, mais c'est plus comme de l'interaction accidentelle, je te dirais. Là. Moi, c'est sûr que on était 4 ou 5 joueurs, puis c'était la fin de la journée, fait qu'on essayait de faire la game assez semi-pressée, parce qu'on voulait avoir le temps de la finir avant que la journée finisse. Là. Fait que j'avais pas le temps de regarder ce que les autres faisaient. Je prenais juste les deux actions que moi j'avais besoin. Puis s'il y avait de l'énergie dessus, tant mieux. Là, mais j'imagine que quand t'es pas pressé dans le temps puis que t'as plus d'expérience avec le jeu, tu peux peut-être lever la tête un petit peu plus, regarder qu'est-ce que les autres font, puis essayer de deviner quelle action ils vont choisir. Là. Fait que c'est ça, dans le fond, il y a 5 actions. Là. Il y a les 3 actions avec tes dans ton tableau de robot, là, que tu rajoutes des cartes dessus, puis là, ça va te donner d'autres options quand cette action-là est déclenchée. Là. Genre, si t'as au moins tant d'énergie, ben, convertis telle affaire en telle ressource, ou convertis telle ressource en points, ou, tu sais. T'as beaucoup de conversions, là, il y a comme... je pense qu'il y a comme 4 ressources génériques, une wild, qui peut être un peu n'importe laquelle de celles-là. Tes cartes dans tes mains peuvent aussi être une ressource. Fait que, tu sais, si t'as mettons, tu manques d'une ressource, ben tu peux défausser une carte de ta main pour la convertir en une autre ressource. Ou vice-versa, si t'as trop de ressources et que t'as plus de cartes, ben tu peux en tout temps comme faire de la conversion. Puis t'as peut-être des actions de robots qui vont te permettre de faire des actions, des conversions plus efficaces. Mais le but, c'est vraiment d'aller chercher des robots qui vont te permettre d'aller convertir ces ressources-là en points. Puis t'as aussi comme une espèce de tableau personnel avec des objectifs. Fait que là, t'en reçois, je pense que tu reçois comme 3 cartes en début de partie, puis t'en choisis une là-dedans, puis un autre moment dans la partie que passivement, ça va réarriver la même chose. T'en repiges 3 cartes, t'en choisis une là-dedans. Puis là, c'est dépendamment de quel palier tu t'es rendu, ben tu vas faire plus ou moins de points. Là. Fait que ça peut être d'avoir tant de robots dans telle rangée ou des robots de tel prix ou tu sais. Le genre de truc standard là, qu'on voit dans plein de jeux là, comme fais quelque chose de bien, puis mieux tu le fais, plus tu vas avoir de points. Là. Puis sinon, c'est ça, tu sais, en début de partie, on reçoit tout aussi un personnage qui nous donne un petit pouvoir asymétrique. Là, comme moi, c'était que quand j'améliorais mes jetons, j'étais pas obligé de me soucier de leur couleur.
Tu sais, je pouvais prendre un jeton bleu puis le mettre sur un robot qui a besoin d'un jeton orange, puis ça marchait quand même, là. Fait que je faisais juste vraiment prendre le bonus qui m'intéressait le plus, puis j'allais booster l'action que j'avais le plus besoin, là. La seule exception, c'est sur les cartes d'objectifs, justement, pour pouvoir faire les points, ben, faut que tu mettes un jeton d'amélioration dessus, puis pour ça, là, ben, fallait que je respecte la bonne couleur, là. Mais j'étais quand même beaucoup moins restreint que mes adversaires pour cet aspect-là. Mais j'imagine qu'en contrepartie, eux autres aussi, il y avait des bonus vraiment cool, là. Je sais qu'il y en a un, par exemple, que si tu remplaces ton deck de sélection d'action, parce qu'il y a des cartes qui sont plus ou moins bonnes dedans, là. Mais ce personnage-là, il te permettait d'avoir juste des bonnes cartes, là. Fait que c'est ça, c'était simple, c'était rapide. Le matériel est de super belle qualité. J'aime beaucoup les illustrations des robots aussi, là. Le jeu il est coloré, il est le fun. Je l'ai quand même pas mal mieux aimé que Wingspan, là. Je trouvais que c'était justement le système de sélection d'action était plus intéressant, puis j'avais plus de fun à construire mon tableau, puis tu sais, comme tu piges beaucoup de cartes, puis tu les joueras pas toutes, là, fait que t'as un peu plus de choix sur comment tu veux construire ton engin, si tu veux, là. Dans Wingspan, tu sais, je trouve qu'il y a pas beaucoup de... Tu piges pas tant de cartes que ça, là. Fait que c'est un peu genre, fais de ton mieux avec ce que t'as. Mais dans celle-là, ben, tu peux comme plus rouler, plus choisir les cartes que tu veux, puis vraiment fine-tuner ton affaire pour faire un maximum de points, là. Mais il va quand même pas détrôner Race for the Galaxy pour mon engine building préféré, là. Ouais, je pense que ça va prendre un certain temps avant que celui-là il soit déclassé pour toi. Ou ça en prend un très bon jeu. Ouais, ben, c'est un peu ça, là, c'est que ça va prendre un jeu d'exception. Exact. Ça, il en sort pas tout le temps. Non. Mais quand même, Raising Robot, je vais pas l'acheter, mais je jouerai avec plaisir. Cool. Ben, moi aussi, je vais parler d'un jeu auquel j'ai joué pendant la journée Board Game Duel. En fait, avec, Maxime, j'ai joué à Lacuna, qui est sorti en 2023, designé par Mark, Gerritz et publié par, CMYK, CMYK, en français. Fait que c'est un petit jeu qui joue à 2. Là, quand je dis petit jeu, c'est que ça se fait assez vite, là, au point où est-ce qu'on était rendu à la fin de la partie puis qu'on a fait, il y avait une question sur les règles, puis c'était aussi vite de juste recommencer toute la game que de chercher dans le livre, comment gérer la règle. C'est pas compliqué. On a, un plateau de jeu qui est en fait un morceau de tissu avec un rond, puis on a, un pot dans lequel il y a des fleurs de différentes couleurs. Fait qu'on a 7 couleurs de fleurs, différentes, puis on a, 7 jetons de chacune de ces couleurs-là. Fait qu'on commence le jeu, on fait tout simplement, laisser tomber, les fleurs sur le plateau, sur le tapis. Puis là, il faut qu'ils soient tous éparpillés, puis tous, placés de façon aléatoire, puis qu'ils se chevauchent pas les unes les autres. Toutes les fleurs sont à plat. Fait que tu joues à Là, après ça, 49 chacun ramasses. à peu près, mais avec un peu Avec une plus de twist. c'est ça, avec un peu plus de panache. C'est des petits jetons en bois là, tout cute, qui ont l'air des fleurs, puis en tout cas, c'est quand même joli. Puis là, tu prends, à chacun notre tour, on place j'allais dire un ouvrier, un jeton, en tout cas une petite pièce de métal, dans le fond, de notre, couleur, entre 2 fleurs de la même couleur. Fait qu'il faut que tu places ton pion de façon à ce qu'il soit entre les 2 fleurs de la même couleur de ton choix. Faut pas qu'il y ait rien entre. Fait que vraiment en fonction de ce qu'il y a présentement, tu sais, ça va évoluer. Puis tu peux le placer n'importe où entre les 2, tant que ça maintienne, la ligne droite, faite par les 3 points des 2 fleurs puis notre pion. Une fois qu'on met notre pion là, on peut ramasser, les 2 fleurs qu'on a, entre lesquelles on est. Puis là, chacun notre tour, on va placer, c'est ça, notre pion. Puis l'affaire, c'est qu'à la fin, il va rester plein de fleurs. Fait que la majorité des fleurs, ben, à peu près majorité, en tout cas une bonne partie, j'allais dire, va rester sur le plateau. Puis là, après ça, on regarde chaque fleur individuellement. On regarde à quel, pion est le plus proche, puis c'est à qui dans le fond, c'est à quel joueur ce pion-là appartient, puis il gagne la fleur. Fait que le jeu se fait vraiment comme en 2 temps. Là, oui, au début, tu vas te placer
entre les fleurs pour pouvoir récolter des paires de fleurs. Mais en même temps, il faut que tu penses à plus tard. Fait qu'il faut que tu te places de façon à être le plus proche possible des fleurs pour la deuxième phase. Parce que la deuxième phase, c'est un peu celle-là qui va vraiment déterminer c'est qui le vainqueur. Parce que à la fin, on regarde les majorités pour chaque couleur de fleur. Fait qu'admettons, on regarde la fleur orange. Toi, t'en as 4, moi j'en ai 3, ben c'est toi qui as gagné la fleur. Puis après ça, celui qui a le plus de majorité gagne la partie. Hmm. C'est pour ça qu'il y en Fait a que ouais, 7, comme ça, il n'y a pas d'égalité. c'est ça, il y a aucune égalité possible. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, À moins quand que tes deux pions soient à la même distance de ta fleur. ouais, il y a moyen de faire ça. Ce cas-là n'est pas arrivé. Tu sais, de façon générale, on était quand même pas pire. Ben, il y avait pas personne qui était vraiment exactement à la même place, à la même distance d'une même fleur, là. Souvent, ça se plaçait bien. Le jeu vient avec une règle aussi pour, départir, les, égalités potentielles, là, mais il y a sûrement une exception pour les distances égales, là. C'est juste qu'on l'a pas vu. On n'a pas eu ce problème. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que 1re phase, tu vas comme aller chercher des paires de fleurs, puis là, ça peut comme un peu te dire dans quelle couleur de fleurs tu vas pouvoir aller te chercher, une avance, mais la deuxième phase est vraiment importante. Fait que, tu sais, c'est pour ça que des fois, c'est bien si tu places ton jeton entre 2 fleurs, mais tu vas vraiment en coller une plus que l'autre parce qu'elle te permet d'aller chercher tout un cadran de fleurs qui sont pas loin, puis après ça, tu sais, tu bloques l'autre. Fait qu'il y a des trucs quand même cool, là, au niveau du positionnement. Puis tu sais, c'est super simple à jouer, ça se joue super, rapidement, puis tu sais, c'était bien. On a bien aimé ça, quand on a joué, puis je pense que c'est un bon filler en attendant du monde, là, ça prend pas de temps à mettre en place, puis ça prend pas de temps à ranger par après. Ouais, non, parce que t'as ramassé toutes les fleurs à mesure. Fait que tu fais juste les remettre Ouais, dans le pot. c'est ça, puis mettre en place, ben, tu fais juste tout sacrer à terre, puis, le jeu est prêt, tu sais. Fait Ou ça que à c'est table, là, peut-être. ouais, ouais, sur la table. Mais c'est ça, ça se met On vous en place juge vite. pas, là, si vous jouez par terre, là. C'est pas aussi pire que manger son dessert avant son dîner, là. Non, 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 c'est pas si pire que ça. Mais c'est correct les gens qui font ça, là. J'en fais partie, on se le rappelle. Fait que c'était ça, c'était, Lacuna par, Mark Garrett, c'est publié par CMYK Games. Là, maintenant, on va vouloir vous parler, moi puis Sam, d'un jeu qu'on a essayé tous les 2. En fait, c'est un jeu qui va tomber en sociofinancement sur le site, La Ruche. On s'est fait donner un prototype, en fait, une version alpha du jeu par, le concepteur. Oui, c'est le jeu Lethal, TCG, donc le Trading Card Game. Donc, des jeux de cartes un peu à la Un peu Magic comme Magic. ou toutes les autres dérivés qu'il y a eu depuis. Puis moi, le pitch qu'on m'avait fait, c'est que c'était un mélange de justement de dueling card game puis de combat tactique. Fait que j'étais comme, ça m'intéresse. Parce que j'aime beaucoup Marvel Champions. Puis tu sais, les jeux de combat tactique, d'habitude, ça me parle aussi. Fait que dans le fond, dans le jeu, on va contrôler chacun deux personnages. Ou on pourrait même jouer en 2 contre 2 puis faire une bataille à 8 personnages, là. Puis chaque personnage va avoir son propre deck de cartes. Puis on va avoir une grille là, de. C'est quoi, c'est un 8 par 8. Je vais aller checker c'est un 6 par On va avoir une grille de 6 par 6. Tu sais, qui ressemble à un échiquier carrément, là, mais plus petit. Sur lequel on va aller placer nos petits standees là, de nos personnages, là. J'imagine que peut-être qu'à terme, ça va être des. On pourrait utiliser des mini ou whatever, des jetons ou n'importe quoi, là, tant que t'es capable de distinguer qui est quoi. Ouais, dans nous autres, dans notre version alpha, c'était vraiment des standees, là. Ils nous avaient en fait, la version qu'on a reçue était toute, imprimée 3D, pour ce qui était des sortes des standees avec des couleurs différentes, puis, la boîte était aussi le plateau. Puis c'est ça, c'est un jeu de construction de decks, là. Nous, on a reçu des decks préconstruits.
J'imagine que c'est ce que tu aurais dans ce qu'on appelle un starter set là, dans ce genre de jeu-là. Là. Fait que de quoi qui est jouable, mais qui est peut-être pas le plus compétitif selon la méta. Là. Dans le fond, c'est que tu as des cartes qui vont fonctionner quand même bien ensemble, mais qui ne seront pas nécessairement optimales. L'objectif, vu que c'est vraiment un TCG, c'est qu'il va y avoir des booster packs que tu achètes par la suite, dans lequel il va y avoir, heu, une sélection de cartes, puis tu peux utiliser ces cartes-là pour modifier ou construire ton propre deck, qui lui pourra peut-être être heu, plus optimal si tu trouves les bonnes synergies à travers les différentes cartes. Ouais, c'est une formule qui était appliquée à plein de jeux. Là. On a parlé de Magic, mais tu sais, plus récemment, il y a l'Orcana qui le fait aussi, puis tu sais, il y en a tout plein d'autres. Là. Dans celui-là, vraiment, la grosse différence, c'est le plateau avec les personnages qu'on va pouvoir déplacer. Là. Il y a beaucoup de nos cartes qui vont nous permettre de nous déplacer selon certaines conditions, ou de nous déplacer puis faire une action, ou tu sais, souvent quand tu veux attaquer, il faut que tu sois à côté d'un autre, de ta cible, ou tu sais, ce genre de truc-là. Puis t'as comme des actions génériques, si tu veux, que tu peux faire en défaussant des cartes de ta main. Mais en fait, tu défausses pas vraiment, je pense que tu les remets en dessous de ton paquet. Puis là, ça peut te donner comme des petits déplacements gratuits ou des petites attaques faiblottes, là, mais qui des fois peuvent te dépanner si t'as pas pigé les bonnes cartes au bon moment. Là. Puis c'est ça, nous on a eu quatre, quatre personnages quand même assez différents. Là. Moi j'avais joué une espèce de rogue qui faisait des petites attaques mais qui mettait du poison. Puis là, à toutes les. C'est plein de petites attaques, ça met plein de jetons de poison. Fait que là, à toutes les tours, l'ennemi s'effrite à petit feu. Là. Puis à côté, j'avais un cleric qui était capable de healer puis de booster ses alliés. Là. Moi, Puis j'avais un espèce de magicien qui faisait des sorts puissants, puis un guerrier, qui fait plus du corps à corps puis qui fait mal, qui a pas eu ben la chance de de montrer sa valeur parce qu'il est mort un peu vite là, mais quand même là, on voyait qu'il y avait un style différent de mon magicien, s'il était pas mort. il y avait un potentiel de fesser fort, mais pas quand t'es plein de poison. Ouais, mettons que c'est ça. Il il a été un Finalement, peu c'était ciblé. Khal Drogo. Là. Il est comme full imposant, puis il a l'air full fort, mais là, une petite coupure, il pogne une maladie, puis il meurt. Bon, il y avait plus qu'une maladie là, il a quand même mangé plusieurs coups. Mais oui, oui, il promettait beaucoup, puis il est mort un peu plus vite que ce que j'aurais planifié. Mais ouais, Ben, tu dis c'est qu'il est ça, mort puis vite, mais toute la partie s'est faite quand même très vite aussi. Là. Je pense qu'on a joué quoi, 3 4 oui, tours chacun, peut-être. Puis, tu sais, tu commences avec une bonne main de cartes, là. Je pense que c'est 5 ou 6 cartes. Puis, tu peux en jouer autant que tu veux si on les bons keywords. Mais tu vas juste en repiger une à la fin de ton tour. Fait que c'est un peu à toi à gérer quand est-ce que tu vas essayer de pousser pour faire beaucoup d'actions en sachant que tu vas peut-être être plus limité par après, mais peut-être que ça va te permettre de justement éliminer un personnage à l'autre rapidement, puis là tomber en 2 contre 1. Mettons que les odds sont en ta faveur là, si ça reste comme ça longtemps. Là. oui. Non, exact. Puis tu sais, un truc que j'ai trouvé cool aussi, c'est l'aspect, tactique. Parce qu'en se déplaçant sur le plateau, il y a des cartes qui vont avoir des zones d'effet qui vont être, les lignes, les colonnes ou autour, tu sais, puis qu'en fonction des personnages, tu vas avoir différentes combinaisons d'attaques qui vont permettre d'attaquer différentes cibles. Fait que, tu sais, il y a des trucs intéressants en fonction de ton positionnement qui font que tu peux prendre l'autre par surprise parce qu'il s'y attend pas. C'est ça, je pense que ce qui va faire vivre le jeu, c'est vraiment comme de rajouter des nouveaux personnages, des nouvelles cartes, des nouveaux types d'actions. Là. À date, ce qu'on a vu, c'était bien, mais tu sais, c'était pas rien que j'avais jamais vu ailleurs. Là. Mais c'est ça, tu sais, je vois comme qu'avec ce système-là, il y a quand même encore beaucoup de place pour la créativité, puis rajouter des cartes, puis rajouter des trucs plus funky. Là. Je pense que le système de base est solide, fait que là, après, d'aller tweaker ça avec tu sais, des nouvelles vagues de boosters, puis tout ça, ben, il y aurait moyen de le faire vivre longtemps, là, s'il y a
Si ça marche, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, si ça vous intéresse, comme on disait, il va y avoir une campagne de sociofinancement sur la ruche. Le créateur, il s'appelle David Maltais. Fait que, tu sais, c'est un Québécois, c'est un Canadien, c'est un local, là, dans le fond. Fait que si vous voulez encourager quelqu'un de chez nous, ben, c'est une occasion de le faire. Puis le jeu est intéressant, puis on a eu du plaisir à y jouer. La campagne de sociofinancement va commencer le 29 août, fait que c'est comme à la fin du mois à partir d'aujourd'hui. Fait que si ça vous intéresse, allez y jeter un coup d'œil. Puis il y a leur site internet aussi que vous pouvez visiter, letaltcg.com. Donc, maintenant, on arrive au plat principal, notre duel. Et je vais commencer les hostilités en vous présentant Skulk Hollow, qui est sorti en 2019, designé par Eduardo Baraf, Seth Johnson et Keith Matejka, et publié par Pencil First Games. Donc, c'est un jeu aussi qui nous a été suggéré par La Flèche, un de nos Patreons, puis qu'on croise assez souvent. Puis c'était une très bonne suggestion par rapport au jeu que Sam va nous présenter tout à l'heure. Parce que c'est un jeu à 2 joueurs. On va avoir un des joueurs qui va contrôler un colosse, un titan, en fait un gardien, qui veut essayer de protéger sa forêt contre des renards qui veulent tout simplement vivre leur vie, puis continuer continuer d'habiter la place. Fait que les renards, eux, les renards veulent faire fuir le gardien pour pouvoir rester chez eux. Puis le gardien, ben, il veut tasser les renards. On ne sait pas qui est vraiment méchant ou qui est vraiment gentil là-dedans, mais tout le monde veut se taper dessus, peu importe. C'est comme la vraie vie, finalement. Ben, c'est ça, tu sais, c'est ça. Je suis chez nous, je vais pas partir, tu vas partir, c'est chez nous. Un petit quiproquo. Donc donc c'est ça, au début de la partie, le joueur qui va jouer le gardien va pouvoir sélectionner un de ses gardiens. Dans le jeu de base, il y en a 4. C'est 4 monstres, dans le fond, qui sont très différents les uns des autres. Déjà parce qu'ils vont avoir une condition de victoire différente. Chaque gardien a comme sa condition de victoire. Tu sais, on en a un que son but, c'est juste de tabasser assez de renards. Il y en a un, c'est de réussir à enlever tous les renards sur le plateau. Il y en a un que c'est pour qu'ils mettent des tentacules partout. En tout cas, il y a chaque monstre a vraiment, chaque gardien a vraiment sa petite twist puis sa façon de gagner. En plus de ça, chaque gardien a un deck de cartes d'action qui est différent. Tu sais, chaque monstre n'a pas les mêmes habilités, puis ils ont tous des effets, puis des petites mécaniques un peu différentes. Puis de l'autre côté, on a les renards. Le joueur qui joue le renard va devoir choisir un leader. Fait que c'est un renard un peu plus fort là, qui vient avec des pouvoirs particuliers. Il y en a un qui a plus de vie, il y en a un qui peut soigner, il y en a un qui peut aller rechercher des cartes dans sa défausse. En tout cas, ils ont tout une petite subtilité, mais le Je pense, reste de son deck de cartes reste le même d'une partie à l'autre. je pense qu'il faudrait dire aussi que le gardien il peut gagner avec sa condition spécifique, mais il peut aussi juste battre le leader des renards. Exactement. Oui, c'est ça. Fait que le leader, tu sais, il a un pouvoir qui est assez intéressant, tu sais, tu as le goût de l'utiliser, mais il faut toujours que tu fasses un peu attention parce que une fois qu'il va être seul, il peut être attaqué par le gardien. Fait que il y a moyen de le défendre justement en le mettant accompagné, en étant en bande. Fait que là, le gardien est obligé d'attaquer tous les renards, excepté le leader. Mais si, d'une façon ou une autre, il est capable de séparer le leader et de le mettre tout seul à une place, ben là, le gardien peut l'attaquer spécifiquement. Puis ça prend pas beaucoup de dégâts pour vaincre un leader, là. Ils ont entre 2 puis 3 points de vie. Puis habituellement, une attaque de monstre, tu fais un dégât. Fait que tu sais, faut que tu fasses attention à ce que tu fais avec ton leader. Donc, dans les 2 cas, on va avoir, une main de cartes qui va contenir, des actions. Fait que le gardien va avoir, ses cartes de déplacement, ses cartes d'habilité spéciale. Chaque monstre a comme
ses affaires spécifiques, mais fait que je vais pas toutes les décrire, mais tu sais, tu as vraiment des habilités qui sont particulières. L'affaire, c'est que ces habilités-là sont dépendantes du fait que ton monstre a encore les membres pour effectuer l'action. Parce que les renards, avec leurs actions à eux, ils vont pouvoir aller grimper sur le monstre. C'est de grimper sur le monstre, c'est comme un peu la façon d'aller le battre. Fait qu'il faut qu'avec, certaines actions, l'action de sauter, qu'on puisse déplacer des renards sur le plateau du monstre. Puis le plateau du monstre, il y a vraiment comme un gros dessin du monstre avec des petites flèches qui te dit par où tu peux passer, par sur quelle, partie du corps tu peux aller. Puis les points de vie de ces différentes parties du corps-là. Puis ces parties du corps-là, ben, dans le fond, si tu réussis à enlever tous les points de vie d'une partie du corps, souvent, ça va enlever une capacité au gardien. Fait que là, en grimpant dessus, il faut que tu te dises: «OK, bon, cette habilité-là, elle me dérange un peu, fait que je vais essayer d'aller la péter plus vite». Puis tu dois déplacer tes bonhommes pour aller péter ces parties-là. Ouais, Puis puis si tu as tu sais, des attaques. c'est pas toutes les parties aussi qui peuvent accueillir le même nombre de renards, là. Les emplacements sont limités, puis les façons qui sont reliées aussi, là. Tu sais, tu peux pas passer de la jambe à la tête, là. Souvent, va falloir que tu passes par le corps, puis le bras, puis après ça, la tête, ou, tu sais, dépendamment de comment le monstre y est fait, il y a pas tout le temps les mêmes chemins non plus. C'est ça, puis tu sais, comme on disait, les emplacements puis les chemins, ça change beaucoup, là. Tu sais, il y en a un qui a comme des tentacules, fait que tu sais, il y a beaucoup de tentacules, mais ils ont tous comme un point de vie. Fait que pour enlever l'habilité d'attaque avec les tentacules, ben, il faut que tu réussisses à péter tous les tentacules qui sont un peu partout. Fait que tu sais, la dynamique change vraiment en fonction du monstre. Puis sans grimper dessus, il y a aussi moyen de faire des attaques à distance, là. Il y a des renards archers qui peuvent attaquer à distance, puis tu as un renard qui peut, qui peut attaquer sur le gardien, mais s'il est dans la même case que le gardien. Parce qu'au final, les bonhommes vont tous pouvoir se déplacer sur un plateau 3 par 3, puis la position des bonhommes influence sur ce qu'ils peuvent faire, là. Tu sais, si tu es un archer, ben, tu peux attaquer d'une case à côté, mais sinon, il faut que tu ailles sur le monstre. Il y a aussi beaucoup de cartes de déplacement, surtout du monstre, qui vont te limiter à un axe, là. Fait que tu sais, tu vas pouvoir te déplacer dans l'axe diagonal ou horizontal ou vertical, mais fait que tu peux pas tout le temps aller où ce que tu veux nécessairement. Exact. Tu as des restrictions comme ça pour te déplacer. Fait que, tu sais, en même temps, ça te donne un peu de ça permet un peu de prévoir qu'est-ce qui peut encore se passer. Si tu es bon pour te rappeler qu'est-ce qui a été joué, tu sais, quand toutes les cartes vont avoir été passées, tu sais, tu vas savoir, OK, il peut se déplacer de cette façon-là combien de fois, ou s'il a fait beaucoup de cette attaque-là, tu sais qu'elle ne reviendra pas tout de suite. Puis cette attaque-là, admettons, elle cible juste les cases, en diagonale ou qui partagent qui partagent un côté. Fait que tu peux prendre ça en compte dans tes mouvements puis ta planification. C'est ça, puis, dans le fond, les personnages peuvent aussi accumuler des points de pouvoir. Puis là, les points de pouvoir, c'est que ça te permet de faire des actions en plus que tes cartes. Parce que normalement, dans un tour, tu vas jouer 2 cartes, mais après ça, tu vas pouvoir utiliser les cubes qui sont déjà sur des bonhommes pour pouvoir faire des actions de plus. Fait que tu peux comme en accumuler un peu, puis après ça, faire un gros tour, mais en même temps, ça peut être risqué parce que tes bonhommes, ils meurent assez facilement face aux gardiens. Puis il y a des gardiens qui peuvent aussi faire ça, accumuler des cubes de pouvoir pour pouvoir faire des tours de plus. C'est un peu la façon un peu de faire des plus gros tours, c'est d'attendre d'avoir assez de cubes pour faire plus d'actions. Ouais, tu mets comme tes actions en banque pour les cacher d'un coup. Parce que tu as besoin d'enchaîner deux, trois actions de suite pour vraiment. Parce que souvent, ça va être comme un peu du chat à la souris, de comme, ouais, faut que je m'approche puis je fesse. Ou faut que je m'approche, que je sépare son monde, puis après ça, je fesse son leader. Mais tu sais, ça me prend trois actions, puis j'en ai deux par tour, ben. À toutes les fois que je vais m'approcher puis que je vais tasser le monde, ben après ça, Vince, il va replacer ses renards ensemble. Mais en même temps, pendant qu'il fait ça, il m'attaque pas lui non plus. Fait que t'as un peu comme de souk à la corde. Puis là, ça reste tout le temps égal. Mais là, un moment donné, tu peux comme délaisser pour accumuler des cubes. Puis après ça, faire un vraiment gros tour qui va faire vraiment plus mal. Mais comme tu C'est dis, ça, c'est tu sais. pas sans risque, là. Non, tu sais, le jeu est quand même, c'est tout le temps tendu parce que, tu sais,
renard, il meurt facilement, mais le gardien, quand il commence à perdre des actions, et ben, en fait, des actions potentielles, tu sais, ça devient plus compliqué aussi. Fait que, tu sais, les 2 bords, je trouve que c'est quand même bien équilibré parce que, tu sais, les risques, ils peuvent tu sais, ça peut coûter la game peut vraiment virer de bord rapidement en fonction de qu'est-ce qui va avoir été joué, dans le tout. Mhm. Je pense qu'on va quand même dire qu'il y a une des actions des gardiens. Tous les gardiens ont cette action-là, c'est de comme de se soigner pour enlever une blessure à quelque part. Puis tu peux enlever une blessure sur un truc qui est plein, puis comme récupérer l'action de cette façon-là. Là. Oui, Fait oui, que oui. t'es Puis pas comme complètement mal pris tant que t'es pas complètement mort. Là. c'est ça. Fait que tu peux récupérer une action que tu as déjà perdue. Ben, un pouvoir que tu as déjà perdu. Mais tu sais, ça te coûte une carte qui fait juste te redonner l'action, tu sais. Fait que c'est essentiel dans certaines situations, mais en même temps, tu sais, ça te coûte une carte, puis tu sais, finalement, tu te dis 2 actions, c'est Ça pas tant passe que ça. vite, là. C'est rapidement plus à toi, puis là, tu es comme: «Ah! J'aurais eu besoin de faire ça, mais j'avais pas de cube pour le faire». Fait que c'est ça, c'est un jeu qui se joue, assez vite là, sur BGG, ça dit, 40 minutes, mais, je pense qu'à force de connaître un peu le jeu, tu sais, nous autres, on a peut-être pris 20 minutes à un moment donné. On avait clenché comme 3-4 games de suite Bon, on a fait 4 assez games d'une rapidement. soirée, mais c'est sûr qu'on était sur Tabletop Simulator, là, fait que resetter le jeu, c'était quand même assez instantané. Là. Ouais, mais tu sais, il y a pas énormément de composantes, fait que, tu sais, le mettre en place, ça va assez vite là, tu sais, pour les renards, tu brasses les cartes, de ton deck, puis, c'est ça. Pour le monstre, ben, c'est un peu ça aussi, là. Tu sors ton paquet ton deck avec, tes cartes, puis, tu bases, puis tu es prêt, là. Ouais, faut juste que tu trouves tes jetons pis tes meeples, là. Ouais. Mais effectivement, là, je pense que le jeu, il vient avec comme des petites talk box là, pour chaque gardien, puis Fait que une pour les renards. Là. Fait que, c'est fait pour aller vite. Puis, c'est ça, en termes de, complexité, stratégie, j'aurais envie de dire que ce serait un C, j'aurais plus dit 2, tu sais. peut-être. Ouais, j'ai hésité avec, 1 puis 2 genre. Ça ça me va 2. Parce que la première game, on a quand même retourné dans le livret de règles pour avoir des petites précisions une couple de fois. Là. Ouais, Un coup qui est ouais, intégré, c'est super simple, là, mais il y avait quand même des petites ambiguïtés. Là. ouais. Qui était clarifié dans les règles, là, Oui, oui, mais, absolument. On n'a jamais eu à comme fouiller ces forums de questions ou quoi que ce soit. Là. mmh. Fait que c'était Skulk Hollow. Avant qu'on finisse avec, j'ai envie de dire que c'est quand même cool que tu puisses jouer les deux côtés, puis ils feel pas pareil non plus. Tu sais, Non, changer le leader pour les renards, ça change pas grand-chose, honnêtement, là, mais comme les différents ben, gardiens, par contre, je trouve qu'ils ont plus leur style de jeu, puis il va plus falloir... Moi, je trouvais que c'était plus différent, genre, affronter un autre gardien que de changer mon leader. oui, mais les différents leaders, je trouvais quand même qu'ils changeaient pas mal. Tu sais, le leader que j'ai pogné qui permettait d'aller rechercher des cartes dans ma défausse en payant des cubes, là, sérieux, ça, j'ai trouvé ça nice, là. Ça m'a permis de tu sais, j'avais pu jouer plusieurs archers, fait que je m'étais mis à mitrailler à coups de flèche, tu sais, puis ça roulait bien. Tu as le leader qui te permet de te soigner. Ça peut quand même être intéressant, même s'il y a beaucoup de renards qui meurent en un coup. Mais tu sais, certains peuvent toffer plus longtemps. Fait que tu peux comme avoir un renard avec un peu plus de vie, que tu soignes tout le temps, qui protège ton leader puis qui le rend à toute fin pratique presque invincible, là. Ouais. Mais mais ouais, mais c'est sûr que les gardiens, ils changent beaucoup, tu sais. De par leurs actifs puis de par leurs actions, là, le style est vraiment pas pareil. Ouais, puis ça change la game pour le renard parce qu'il doit s'adapter pour comme empêcher le gardien de remplir son objectif. Oui, parce que, tu sais, il y en a que, tu sais, comme le gardien de base, tu sais, lui, son but, c'est juste
de péter des renards. Tu sais, là, ça, c'est comme un peu plus simple à gérer. Mais à un moment donné, il y en avait un, c'est que lui, son but, c'était de faire pousser des tentacules, puis de contrôler des tentacules, comme 6 terrains avec des tentacules. Faut juste que les 6 tentacules soient sur le board. OK, mais Hmm, pour les faire apparaître, il fallait que 4 tuiles soient vides. c'est ça. Fait OK, que ouais, c'était tu ça. faut que tu te déplaces toi ou que tu t'élimines les renards ou que tu tasses pour avoir des cases vides pour placer des nouveaux tentacules. Ouais, puis tu sais, c'était moi, ça changeait beaucoup. C'était moi qui avais les renards, ce bonhomme-là. Ça changeait pas mal la game parce que là, à un moment donné, il fallait que faut que tu gères le gardien, mais il faut que tu gères les tentacules aussi parce que c'est la condition de victoire de l'autre. Fait que tu sais, ton focus, il est plus juste sur un bonhomme. Il fallait que tu gères plus d'affaires. Fait que ça changeait le feeling assez intensément. Mais en même temps, ils sont faciles à enlever. C'est un point de dégâts puis ils partent là. Ouais, ouais, ouais. Mais Mais faut que tu prennes le temps de le faire, puis c'est du temps que tu mets pas pour attaquer le gardien. Fait que ça revient c'est au ça, souk à la corde, mais avec plusieurs fronts en même temps, là. c'est ça. Alors que d'habitude, tu en as juste un à gérer. Mais ça faisait cool parce que justement, ça ajoute une dynamique différente, pour ce boss-là. Moi, j'ai trouvé que ça a été notre game la plus le fun. Il y a eu plus de back and forth, plus de comme ah, tu sais, j'essaye telle stratégie, ça marche pas, je pivote à autre chose, puis Ouais, puis tu sais, à un moment donné, tu sais, j'avais l'impression d'avoir un bon edge, puis là, à un moment donné, rapidement, tu sais, ça revirait de bord, puis là, j'ai fait comme: «Ah non, j'ai oublié qu'il peut bouger ses tentacules». Là, il a gagné. Puis c'est ça, c'était cool. Donc c'était Skulk Hollow. bon, fait que là, toi, tu nous as parlé d'un jeu violent où ce qu'on essaye de. C'est une grosse confrontation, on essaye de tabasser l'autre pour le tuer. Moi, je vais y aller plus dans la paix, la coopération. Je vais vous parler du jeu Leviathan Wild. Ça a été designé par Justin Kampainen, puis publié par Mooncrab Games. Et je crois que c'est le premier jeu qu'ils ont publié l'année passée, en 2024. Avec la première campagne qu'ils ont faite, il y avait eu des très bonnes reviews, là. Je me rappelle que notre ami David, le professeur Board Game, avait beaucoup aimé ce jeu-là. So Very Wrong About Games aussi. Ça m'avait donné le goût de l'essayer. Il était dur à trouver, mais heureusement, ils ont fait un reprint avec une nouvelle extension. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, puis là, tout récemment, c'est arrivé, puis honnêtement, depuis qu'il est arrivé, je le lâche plus, là. J'ai enchaîné beaucoup de parties dans les 2 dernières semaines. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu-là. Et à ma grande surprise, je pensais que j'avais juste pris le jeu de base, mais quand j'ai reçu mon paquet, j'avais aussi l'extension et les tokens de luxe. Ça fait changement, tu sais, d'habitude, c'est moi qui deluxifie un petit peu plus, mais là, c'est toi, Sam, avec ton gros all-in, gros bling. Ben, faut croire que j'ai mal cliqué ou que c'était un bon. J'ai décidé à l'époque que c'était un bon deal. Que c'était pas tant de plus pour avoir toute la patente. Fait que je suis quand même content là, du résultat, là. Tu sais, ça remplace les jetons en carton par des jetons en acrylique pour les petits jetons là, de champignons que tu mets sur le board. Il y a aussi des gros jetons là, qui viennent soit avec des classes, soit avec des personnages spécifiques. Puis là, eux autres, au lieu d'être en carton, ben, c'est comme des gros jetons épais en bois. Là. C'est toute sérigravé. Puis ça look quand même, là. Une grosse pièce de métal là, qui est plus ou moins pratique aussi. Là. Mais Ouais, puis tu sais, bref. c'est pas, tu sais, je dis gros bling, là, ça reste que c'est pas du tout, exagéré comme un break. On Mm. reste, pas dans l'excès. Non, c'est ça. Fait que tu sais, je pense que c'était comme 120$ ou quelque chose comme ça. Là. J'avais le jeu de base, j'avais l'extension qui rajoute une nouvelle classe, un nouveau bonhomme, 7 nouveaux Léviathan, en plus des 17 qu'il y avait dans le jeu de base. Là. Puis, comme ce qu'on appelle le Mutation Pack, là. Fait que c'est comme des trucs qui peuvent venir modifier les, euh, les Léviathans du jeu de base. Là. Fait que rajouter encore plus de variété. Là. Fait que tout ça pour ça, je pense que c'était quand même un bon prix.
Donc, dans Leviathan Wild, on est dans un monde un peu magique, t'sais, un style un peu cartoon, mais aussi, j'ai le goût de dire Spirit Island, mais un petit peu steampunk. Ouais, steampunk, je suis comme. C'est un peu sci-fi, là. Steampunk, il manque un peu d'engrenage puis de vapeur. Steampunk comme tel, là, mais tu sais, je vois ce que tu veux dire, là. Plus dans Un peu, l'esthétique puis dans le vibe, là. Moi, quand je peu joue en solo, là, technologique. genre, la soundtrack que je me mets, là, c'est Sea of Stars, qui est un JRPG semi-récent, là, d'une Sabotage Studio, c'est une compagnie québécoise, là, mais bref, c'est un espèce de monde un peu magique où ce que tes personnages, c'est comme des élus qui vont aller se battre contre des espèces de grosses entités cosmiques qui s'appellent des Dwellers, là, mais tu as aussi tout le côté cartoon enfantin, puis explorer un monde vraiment coloré puis vibrant. Et fait que je Puis comprends pourquoi tu fais le lien un peu avec Leviathan Wild. Je vois les dessins, il y a ça se rapproche. c'est pas exactement pareil, mais tu sais, c'est le même vibe. Tu sais, c'est coloré, c'est des gros monstres. Mais c'est pas des gros monstres qu'on va vouloir les tuer dans le Vietnam Noir, on va vouloir les aider, parce que dans le fond, ils ont comme des. Ils sont comme maudits, là. Ils ont des espèces de cristaux de malédiction qu'on va pouvoir aller détruire pour libérer le Léviathan de son mauvais sort, puis comme lui enlever son goût de nous écraser, là, sans le détruire. C'est un beau message quand même. Va te frapper, mais c'est pour ton bien. Tu pourrais retenir ça, là, mais c'est pas toi que je frappe, c'est les cristaux qui te corrompent. C'est pas pareil. Ouais, ouais, ouais. J'ai aucun plaisir à te tabasser, inquiète-toi pas, c'est juste pour toi. Pur altruisme. Fait qu'en début de partie, on va se choisir un personnage, on va se choisir une classe, puis dans le fond, on va mélanger les cartes du personnage avec les cartes de notre classe, puis c'est ça qui va faire notre deck d'action. Les personnages, ils ont une ou deux cartes uniques, mais ils ont aussi comme une habilité spéciale que tu peux faire plus ou moins à tous les tours. Là. Il y a certains personnages que c'est simple de même, tu fais l'habilité quand tu veux, une fois par tour, puis that's it. Mais il y en a d'autres que tu as des jetons ou des ressources à utiliser, puis là, c'est à toi de gérer quand est-ce que c'est le meilleur moment de les utiliser. Fait que tu mélanges tes une ou deux cartes de personnage avec tes 8-9 cartes de classe. C'est ça qui fait ton deck d'action. Fait que tu sais, as un deck pas trop épais. Tu vas passer au travers plusieurs fois. Puis dans le fond, au début de la partie, t'en piges 3, que ça va être ta main. Puis quand c'est ton tour, première chose que tu fais, c'est tu révèles la carte du Léviathan. Chaque Léviathan vient avec son deck de cartes événements slash attaque qui est unique à ce Léviathan-là. Fait que, tu sais, quand tu choisis le Léviathan, tu vas chercher les cartes en question. Il va peut-être avoir une carte qui va te dire de rajouter des petites affaires à faire pendant le setup, puis des règles pendant le scénario qui vont un peu modifier la game. Puis tu vas aller à la bonne page du livret de Léviathan, qui est comme ton plateau de jeu. Là. Chaque page, c'est une belle grosse illustration de ton Léviathan avec les différents points sur lesquels tu peux grimper. Fait qu'en début de partie, tu places le livre, tu places les dés qui représentent les cristaux que tu dois aller détruire aux bons endroits, tu choisis ton personnage, tu mélanges ton deck, puis là, boum, t'es parti. Fait que tu sais, le setup, il est super rapide. Puis là, tu vas jouer une carte de ta main. En fait, tu vas révéler l'attaque du Léviathan de ce tour-ci, mais après ça, tu vas pouvoir jouer ton tour avant que cette attaque-là s'effectue. Fait que ça te donne un peu de temps de réagir. Puis souvent, tu sais, l'attaque va te cibler toi, mais des fois, ça peut être toi puis le prochain joueur, ou le joueur qui est le plus haut, ou le plus bas, ou whatever. Fait que, tu sais, ça peut être toi comme ça peut être les autres joueurs. Mais là, c'est à mon tour de réagir pour, comme, éviter ça. Fait que tu vas me dire, mais là, tu sais, Sam, si c'est ton tour, mais que c'est pas toi qui es ciblé, comment que les autres, ils vont faire pour éviter ces attaques-là? Ben, c'est que, au début de ton tour, tu vas jouer une de tes cartes pour les points d'action. Là. Chaque carte a comme une valeur en points d'action. Puis après ça, tu peux dépenser ces points d'action-là pour attaquer les cristaux, grimper, glider, bref.
te soigner, toutes les actions quand même assez standards de ces jeux-là, mais sur le bas de la carte, il y a aussi un skill. Que là, si tu joues la carte pour les points d'action, tu n'auras pas ce skill-là. Mais les autres cartes que tu as dans les mains, tu peux les jouer à tout moment pour le skill, que ce soit pendant ton tour ou pendant celui des autres. Fait que c'est là qu'il y a tout l'aspect coopératif du jeu qui embarque, c'est que pendant le tour des autres, ben, tu peux jouer ta carte pour toi bouger peut-être pour t'enlever du chemin de l'attaque, ou des fois il y a des skills qui te permettent de te donner des mouvements ou des déplacements ou des attaques à d'autres joueurs. Fait que tu sais, il y a moyen de se parler, se coordonner, puis s'aider à se déplacer, puis à aller détruire les cristaux sur ce Léviathan-là. Puis ce qui est cool, c'est que chaque Léviathan a vraiment comme une géographie différente, puis avec les règles de plus de ce scénario-là, ça va un peu venir changer la game sur comment qu'on fait pour gagner. Des fois, ça va peut-être rajouter des conditions sur des trucs qu'il faut faire en plus de détruire les cristaux ou des conditions de plus qu'on doit remplir avant de pouvoir même attaquer ces cristaux-là. Bref, ça va changer la game quand même pas mal. Là. Je dirais même que le Léviathan que tu affrontes donne plus de diversité que la classe puis le personnage que tu choisis. Là. Le niveau d'asymétrie est pas aussi prononcé que dans un Spirit Island ou un Guards of Atlantis. Là. C'est plus comme un petit pouvoir asymétrique. Il y en a qui se déplacent plus, qui ont plus de support, plus d'attaque. Mais tu sais, c'est pas... ça change pas ton style de jeu du tout au tout. Le personnage que tu joues, mais un peu comme on disait pour Skull Hollow, t'adapter à ce que le Léviathan fait. Là, ça va vraiment plus changer d'une partie à l'autre. Là. Ouais, mais je pense pas que toutes les classes de bonhommes sont toutes équilibrées, là. Tu sais, moi, quand j'avais joué avec un bonhomme que sa mécanique principale, c'était un pile ou face, là. Fait que si je faisais mon pile ou face, puis si j'avais pile, j'avais un résultat bof, puis quand j'avais face, ben, j'avais un résultat correct, là. Ben, il y en avait qui étaient forts, là, Ben, mais pas toutes, mais tu sais, ça enlevait un peu de prédictibilité, là. Bon, j'avais une carte qui me permettait des fois de faire le switch, mais tu sais, il faut que tu l'aies, tout ça. Fait que tu sais, je sais pas si par rapport aux autres bonhommes, il était vraiment, tu sais, aussi bon. ben, honnêtement, je les ai tous joués, les bonhommes, puis je te dirais, celui-là, c'est vrai que tu peux un peu moins prévoir, mais comme tu dis, il y a une carte qui te permet de virer carrément un pile en face, puis t'en as un autre qui te permet de reflipper. Fait que là, rendu là, tu sais, t'as quand même 3 chances sur 4 d'avoir ce que tu veux. Puis en plus, si t'as ce que tu veux, ça te donne un bonus de plus, là. Sur le deuxième flip, là. Fait que tu sais, oui, tu prends des chances des fois, mais tu peux quand même garder la carte pour l'utiliser au bon moment aussi, là. Puis, tu sais, les actions sur la... quand t'as face sont quand même pas mal plus fortes que les actions normales des autres classes, je te dirais, là. Mais je trouvais ça spécial parce que le reste du jeu avait l'air, tu sais, très, tu sais, il y a pas de il y a pas c'est très planifié, tu sais, il y a pas beaucoup de hasard à part peut-être là où c'est quoi la carte qui va sortir pour le monstre, mais en même temps, tu sais, tu la vois avant qu'elle ait, effet, fait que tu peux agir en fonction de ça. Fait que tu sais, ça m'apparaissait un peu, Il est un peu heu, plus random, là. C'est le plus out of the box des classes. ouais, ça m'apparaissait de même. Mais tu sais, au max, tu vas avoir 4 grimpeurs, puis tu sais, il y a 8 classes différentes. Là. Fait que tu sais, au pire, si ça te fait chier de pas pouvoir tout prédire, ben t'es pas obligé de jouer avec. Là. Tu manqueras pas de variété. Là. Comme je disais, il y en a 8 dans le jeu de base, puis t'en as une 9e même avec l'extension. Là. Puis, ben moi, ce que je trouve vraiment cool aussi, c'est que, tu sais, chaque Léviathan est vraiment différent, puis, tu sais, les types de terrains sont bien exploités, tu sais, t'as des endroits où tu peux t'accrocher pour grimper, il y a des endroits où ce que tu peux... c'est des ledges, fait que là, tu peux t'arrêter là puis te reposer, puis si tu tombes, ben, tu vas tomber jusqu'à que t'aies un ledge, t'as des cases qui sont du vide, fait que là, si tu fais juste rentrer dedans, ben, tu vas tomber jusqu'au ledge, mais si tu sautes par-dessus, ben, tu peux passer au travers, puis que ça te permet de prendre comme des raccourcis, parce qu'il y a des actions qui te permettent de... Tu sais, tu peux toujours dépenser
3 points d'action pour faire un jump de 2. Mais t'as aussi des cartes de skill qui vont te permettre de faire des jumps. T'as différents types de terrains difficiles que tu peux traverser, mais il y en a qui vont te faire perdre des points de vie, il y en a qui vont te faire perdre des cartes de ton deck. Puis là, si pour une raison ou pour une autre, t'as plus de cartes dans ton deck, ben automatiquement tu vas tomber parce que ton deck c'est un peu. Thématiquement, il appelle ça ta grip, là. Fait que c'est comme à quel point que t'es en T'es contrôle de accro. ton ascension, là. Fait que faut C'est que tu ça, puis fasses. quand tu perds, quand tu perds ta grip, ben, tu peux tomber jusqu'en bas du Léviathan. Là, tu es obligé de tout remonter quand quand t'es tombé jusqu'en bas. Là, t'as pas le choix. Faut que tu remontes. Mais tu peux aussi le voir venir puis t'arranger pour que quand tu tombes, t'es proche d'un ledge ou t'es déjà sur un ledge. Fait qu'au final, ça change rien. Tu sais, il y a une action que tu peux prendre quand t'es sur un ledge, justement, pour 2 points d'action, que tu rebrasses toute ta défausse puis tu la remets en dessous de ton paquet de grip, là. Fait que des fois, il faut que tu prennes des tours pour te reposer, justement, pour repartir du bon pied puis aller attaquer. Puis comme gérer ton deck, puis quand est-ce que tu fais ces repos-là, puis comment tu vas te déplacer pour les faire au bon moment. C'est une bonne partie du puzzle. Puis ce que je trouve cool aussi, c'est que tu as des actions de glide qui te permettent de planer. Fait que tu peux comme descendre de façon contrôlée. Puis là, si tu montes haut, tu vas être capable de descendre en diagonale pour te rendre à une autre colonne où tu as besoin d'aide. Fait que c'est comme une façon de tomber plus contrôlée, que tu peux t'arrêter un peu plus où tu veux. C'est cool aussi que quand tu choisis quelle carte tu vas prendre, tu sais, oui, il faut que tu penses à quel skill que tu pourras pas faire, mais aussi combien de points d'action qu'elle te donne. Et certaines cartes vont comme te donner une protection. Fait que tu vas pouvoir traverser les terrains difficiles pendant ce tour-là sans subir les conséquences. Ou tu as aussi la moitié des dés de cristaux du Léviathan, dans le fond, c'est comme des dés plus magiques, là, ou je sais pas quoi, là, mais bref, que quand tu tapes dessus, tu te prends un blight. Fait que ça, c'est un peu comme des dégâts, mais concrètement, c'est que ça réduit tes points de vie maximum. Puis il y a certaines attaques du monstre qui vont carrément te faire du blight aussi. La différence, c'est que dans le fond, tu as certaines actions qui vont te permettre de récupérer des points de vie, mais il y en a très peu ou voire pas qui te permettent de remonter ton blight. Donc c'est un peu comme le timer de la fin de la partie. C'est quand t'as pris trop de blight, ben là, quand ton blight et ta vie se croisent, c'est à ce moment-là que ton grimpeur il est tombé au combat. Puis là, ça déclenche la fin de la partie. Tous les autres joueurs ont un dernier tour pour remplir la condition de victoire, puis sinon, ben, on a perdu. Ouais, puis c'est ça. Puis ça fait aussi que dans ta game, tu sais, vu qu'il y a un certain nombre de dés bleus, ben, il faut un peu que tu t'es dispatches entre tes grimpeurs pour pas que ce soit le même qui ait tout le blight, parce qu'à un moment donné, il pourra pas soutenir les dégâts qu'il va manger parce qu'il va avoir trop de blight d'accumuler. Mais tu sais, t'as un personnage, par exemple, que lui a une de ses cartes qui permet comme de rediriger une attaque du monstre contre lui, puis de bloquer une perte de blight en même temps. Fait que tu as des façons de contourner ça si t'as un scénario qui a plus de blight que d'habitude, ou tu sais, d'ajuster ta stratégie en conséquence si ce personnage-là est là. J'aime aussi que tu sais, le deck de réaction du monstre, il est petit, là, c'est juste 5 cartes, puis un coup que t'as passé au travers, euh, tu vas comme augmenter son niveau de rage. Puis c'est un peu comme ça que tu peux moduler ta difficulté aussi. C'est que chaque carte, il y a une version enragée puis une version normale. La version normale, c'est comme une attaque plus de base. Puis la version enragée, c'est comme la même attaque ou le même effet, mais comme soit que le rayon d'action est plus grand ou quand tu te fais pogner, ben ça fait plus mal. Fait que là, plus la partie avance, plus les cartes deviennent enragées, plus les actions du monstre, ben du Léviathan deviennent fortes. Fait que t'as comme un crescendo, mais en même temps, ça te permet de comme d'apprendre les patterns. Fait que tu sais c'est quoi ces 5. C'est pas long que tu sais c'est quoi les 5 cartes, puis là, tu vas savoir c'est quoi la dernière qui s'en vient. Tu peux un peu plus prévoir. Fait que plus le round avance, plus t'as une idée de qu'est-ce qui pourrait te tomber dessus, puis tu peux
planifies en conséquence, là. Ouais. C'est sûr que là, quand tu commences à avoir 5 cartes enragées, souvent, il est temps que ça finisse. Tu finisses par, gentiment le tabasser pour, le ramener à l'ordre. Ouais, je te dirais, la plupart de mes parties se sont vraiment rendues. C'était le temps que ça finisse, là. Soit que j'avais un personnage de down, puis que c'est l'autre qui a fini la game, ou tu sais que les deux, il leur restait pas grand-chose, puis que pas mal de cartes s'en venaient enragées, là. Fait que tu sais, c'est jamais. En tout cas, de, de toutes les games que j'ai jouées, j'ai pas eu comme de game vraiment trop facile. Il y a une couple de fois que je me disais, ah, ça va être facile, ce game-là. J'ai déjà, tu sais, comme. J'ai enlevé la moitié des dés, puis j'ai encore plein de vie, puis là, un moment donné, whoop, on dirait que ça se met à snowballer, puis les points de vie, puis les blights partent de plus en plus vite, puis là, comme. Ça se décide vraiment à la fin, sur le dernier tour, puis. Tu sais, ça fait des games tendus, puis le fun, là. Ouais. Moi, quand on a joué, je trouvais qu'il y a vraiment un feeling, jeu vidéo, là, un peu comme les platformers. Je me sentais un peu comme dans Mario, à la façon dont on se déplace, puis qu'il faut comme escalader, puis se ramasser à la bonne place, là. Je Tu trouvais peux ça même, intéressant comme tu peux même concept. ramasser des champignons qui te donnent des boosts. Ouais, c'était assez évocateur, mettons, de style de jeu vidéo plateforme. Mhm. Puis je trouve que les actions, tu sais, sont thématiques puis sont cinématiques, là. T'as vraiment l'impression de sauter puis d'escalader. Puis tu sais, il y a une classe que c'est le Free Climber. Ben, cette classe-là, tu sais, elle a plus de cartes de jump, plus de cartes de glide. Elle permet aux autres de bouger autour. Puis t'as même des cartes que comme tu fais un strike, mais si t'as fait un jump avant dans ce tour-là, ben ça strike plus fort parce que tu sais, tu t'es donné un élan pour vraiment aller fesser fort sur le cristal puis le briser. Puis sais, ça te permet de. Tu sais, il y a moyen de te build up puis de te placer pour faire une grosse attaque. Puis tu sais, ça te permet de contourner un peu le. Ça peut être une bonne façon d'aller péter les dés bleus parce que quand tu les. Si tu fais 3 strikes de 2 sur un des 6 plutôt que un strike de 6, ben tu vas te prendre 3 blights au lieu de un là. Fait qu'il y a une stratégie à aller comme te préparer puis te builder pour aller faire une grosse attaque d'un coup là. Ouais, c'est à long terme, tu sais, faire ces grosses attaques-là sur les dés bleus, c'est à peu près essentiel si tu veux pas trop avoir de bleus. Mais chaque personnage, je pense, a une ou deux cartes qui vont. Quand elle joue pour les points d'action, elle te donne une protection contre ces dés bleus-là aussi. OK. Mais il faut que tu l'aies en main au moment. Puis que le nombre de points d'action qu'elle te donne suffisent pour se rendre puis attaquer. Ben oui, ou que tu aies d'autres cartes de strike dans les mains en même temps. Ouais, Mais c'est ça, tu sais, le fait que tu peux jouer toutes tes cartes dans ton tour ou dans le tour des autres, puis dans le fond, à la fin du tour, tu repiges jusqu'à 3. Tu peux quand même. T'es pas obligé de toutes les jouer non plus. Tu peux. Si t'as une carte qui va super bien avec une autre, ben là ça peut être intéressant peut-être de pas la jouer puis la garder parce que tu sais que l'autre elle s'en vient parce que c'est pas long que tu connais tout ton deck. Puis comme je disais, là, t'as une dizaine de cartes là. Fait que si elle est pas encore sortie, tu sais qu'elle s'en vient dans pas trop long là. ouais. Fait que c'est ça, tu sais, il y a quand même beaucoup de variété dans le jeu, là, comme je disais, 9 classes, 9 personnages. Fait que ça fait comme 81 81 combinaisons. combinaisons, là, comme je disais, c'est sûr, ça va pas changer ta game du tout au tout. Mais les différents Léviathan, je pense que c'est là que tu vas aller chercher le plus de variété. Là. Tu sais, il y en a des plus basiques au début. J'en ai essayé des plus funky aussi. Là. Il y en a que c'était comme un. Il y avait tout plein de méduses, puis là. Fallait comme que tu ailles chercher des. Il y avait des places que il y a des plus petites méduses qui sortaient, puis là, fallait que tu te camoufles pour pouvoir t'approcher des cristaux. Comme te déguisant en méduse, si tu veux. Là. Mais il y a comme la moitié des cartes d'attaque qui te disaient genre perds un point de vie ou discarte une méduse que tu transportes. Fait que là, t'aimais mieux perdre les points de vie ou tu perdais la méduse, puis là, fallait que t'ailles en rechercher une autre. Il y a différents endroits sur le board que tu pouvais aller les chercher. Là. Fait que gérer ça, ça rajoutait un petit puzzle de plus. Là. Il y en a un qui c'était un genre de vortex. Fait que là, la gravité, elle peut changer d'un tour à l'autre. Là. Fait que le sens
que tu tombes. Au début, c'est par en bas, mais ça peut devenir sur le côté ou par en haut. Puis exceptionnellement, dans celui-là, tu peux tomber plus bas que le bas, puis là, tu wrap around, mais ça te donne des dégâts. J'en ai fait un de l'extension où il fallait descendre en bas, chercher une clé, puis la remonter en haut. Fait que le fait de commencer en haut puis de descendre, ben ça donnait comme plus d'importance aux actions de glide puis tout ça. Mais en même temps, il y avait les cartes du Léviathan, il y en a beaucoup qui te poussaient par en bas, puis si t'étais dans les dernières rangées en bas, ils te faisaient du blight, là. Fait que c'est important d'aller en bas, mais tu veux pas rester là trop longtemps, puis lui il essaie de te ramener là tout le temps, là. Puis c'est ça, j'ai feuilleté un peu, là, t'en as que des espèces de créatures qui se promènent sur le Léviathan, qui ont des dés dessus, fait que là, faut que t'ailles dessus, puis quand tes fesses, ils se mettent à bouger, t'en as une avec un espèce d'ascenseur, que là, faut que t'ailles activer les leviers, puis là, après ça, un coup que le levier est activé, ben, tu peux peser dessus pour ramener l'ascenseur ici, fait que ça te permet de plus rapidement te déplacer sur le Léviathan. T'sais, bref, il y a quand même beaucoup de variété dans les différents scénarios. Il y en a qui vont exploiter un peu plus la spécialité que d'autres. Il y en a qui il faut que tu plonges, puis il y a toute une question que tu peux manquer d'air, puis il y a des bulles d'air qui sortent à des places, fait que là, faut que tu ailles les chercher, sinon tu perds des cartes. Bref, ils ont un core system solide, puis ils sont allés avec des affaires un peu plus flyées pour certains scénarios. Dans tous les cas, ils exploitent bien la géographie, puis comme tu dis, là, tu as une impression de platformer, là, de sauter, voler, planer, puis de te promener que j'avais pas vu dans beaucoup d'autres jeux. Mais bon, moi, j'allais dire, c'est un jeu coop. Sam, d'habitude, t'es pas très coop, ou en tout cas, t'es alpha player. Ça peut poser des problèmes. Ben, c'est pour ça que Puis tu le moi, ce que joues en j'allais dire, solo. tu peux le jouer en solo. Mais sinon, tu sais, Mané, t'as le goût de jouer avec des gens, c'est pour ça que tu vas sortir Skull Colo. Tu vas sortir, tu vas te battre, tu vas avoir un peu le challenge d'affronter quelqu'un, tu sais, un individu humain qui va réfléchir puis qui va avoir une stratégie. Puis, j'ai envie de dire que en termes de temps, tu peux jouer plusieurs parties de Skull Colo. Peut-être, ben, une et demie, j'allais dire, une game et demie pendant le temps que tu as le temps tu joues une game de Leviathan Wild. Ouais. Tout seul est triste. Mais tu peux jouer à 2, tu peux jouer à 3, tu peux jouer à 4 même, ce que tu peux pas faire avec Skull Colo. Non, mais tu sais, là, tu te bats contre le jeu versus un jeu d'affrontement. J'ai envie de dire que, Skull Colo m'intéresse plus par cet aspect-là. On parle de variété. Là, OK, plus de Léviathan dans Leviathan Wilds que dans Skull Colo. Mais tu sais, dans Skull Colo, tu sais, vu que c'est un autre joueur qui le joue, tu sais, en plus d'avoir un objectif différent, d'avoir une stratégie un peu différente puis des habilités, tu sais, tu vas pas le jouer nécessairement de la même façon d'une fois à l'autre. Tu sais, tu vas-tu essayer d'aller vers la condition de victoire de ton bonhomme ou aller essayer d'isoler le leader pour pouvoir l'achever? Tu Ou... cette dynamique-là aussi qui est là dans Skull Colo qui est cool. Mais il y a moins de variété, je trouve. Parce que ça reste que faut que tu restreignes un peu ce que l'autre joueur il peut faire. Puis tu sais, tu peux pas lui donner tous les pouvoirs comme tu peux avoir des affaires vraiment funky puis flyées dans un scénario d'un jeu coop. Parce que de toute façon, même si c'est pas parfaitement balancé, ben tout le monde subit un peu ça, puis on le subit ensemble. Fait que tu sais que les séances soient plus ou moins difficiles, c'est pas trop grave. Versus quand tu essayes d'avoir un système avec plusieurs personnages asymétriques, mais qu'il faut que ça soit balancé un contre l'autre, ben veux pas, t'as plus de restrictions là. Ouais, mais je te dirais que je pense que c'est quand même assez bien balancé. Tu sais, les gardiens qui ont comme des objectifs un peu plus intenses, ils ont comme d'autres complications qui rendent ça, qui équilibrent un peu. Tu sais, je pense au gardien qui peut voler, tu sais, que lui, il peut soit être au sol, soit être dans les airs, puis en fonction de ça, il peut faire différentes attaques. Puis que son objectif à lui, au final, c'est qu'il faut juste qu'il ait faut qu'il enlève, en fait, tous les renards du sol. Fait que ça change un peu la dynamique parce que, tu sais, en étant le renard, tu veux grimper dessus, mais
faut que tout le temps que tu te laisses quelqu'un en bas pour pas qu'il gagne, tu sais, puis ça change quand même. Tu sais, c'est malgré que c'est un peu plus complexe, je pense que c'est quand même équilibré par rapport aux chances de victoire de un et l'autre. Non, c'est ça, je pense qu'ils sont. Le jeu il est bien balancé, mais justement, le fait qu'il faut qu'il soit bien balancé, ça fait qu'on perd de la variété possible. C'est sûr qu'ils ont probablement qu'ils sont restreints dans la diversité des bonhommes pour s'assurer que ça fit. Oui. Sinon côté look, moi j'ai envie de dire que les deux ont comme leur petite esthétique, cartoon. Heu, je pense que les 2 se présentent bien. C'est sûr que les Wet n Wild, tu sais, ils ont été wild sur, les dessins, tu sais, parce qu'ils ont dessiné des gros monstres puis tout ça. Mais j'aime, la simplicité de Skull Hollow, puis ils ont quand même le dessin des monstres à côté sur le plateau monstre. Puis, dans les 2 cas, je trouve que l'esthétique est bien rendue, sans exagération ni d'un côté ni de l'autre. C'est agréable à regarder les 2. Hein. Moi, j'ai l'impression que Skull Hollow est peut-être un peu plus minimaliste, tu sais, c'est une petite boîte, c'est des. Les mini en bois, tu sais, puis Ouais, mais c'est mais il est ça. cute, tu sais, les petits renards, tu sais, je les trouve cute, là, avec leurs petits symboles puis les couleurs puis tout ça. Ouais, ouais, mais tu sais, t'as pas beaucoup de distinction entre les. Tu sais, les différentes classes de renards sont juste. C'est le même meeple, mais d'une autre couleur, là. Ouais, mais tu sais, ça fait la job. Oui, oui, absolument. Mais c'est ça, les deux sont relativement simples, faciles à jouer, c'est pas long, tu peux enchaîner plusieurs parties. T'as quand même, c'est limite presque un filler, mais un peu plus long, mais je serais pas gêné que ce soit le plat principal de ma soirée de jeu, autant un que l'autre, là. Ouais, mais c'est un plat principal à plusieurs services. C'est ça. Ben, en tout cas, pour Skull Hollow, le Vietnam Wild, tu pourrais jouer juste une partie, puis tu sais, un soir de semaine, ça serait ça, là. Ouais, un soir de semaine. Petite soirée. Ouais, ouais, non, c'est sûr que tu sais, c'est pas la grosse affaire épique. Mais si tu veux plus, ben, tu peux faire 2 ou 3 parties de suite, là. Ouais, dans les 2 cas, ça se place bien. Mais bon, là, la question, c'est est-ce que tu es plus confrontation ou coop? Ben là, faut que tu choisisses. Puis moi, mon choix est fait, c'est Skull Hollow. Ou vous autres, est-ce que vous allez être plus team Sam avec, les Wet n Wilds? Sinon, peut-être que vous avez d'autres jeux de combat contre des colosses que vous pouvez nous proposer. Si vous avez, des idées, ben, vous pouvez nous le dire sur, notre Discord, par courriel, sur, notre Facebook ou sur Instagram. Sur YouTube, sur votre appli de C'est au podcast, qu'il y en a beaucoup qui permettent de laisser des commentaires sur l'épisode aussi maintenant. Sinon, des signaux de fumée, une lettre. L'adresse de Vin, c'est le rue à Saint-Hyacinthe. Puis, profitez-en pour en même temps voter pour votre jeu préféré, en plus de nous dire, à quel jeu vous avez pensé. Puis, dans tous les cas, on va vous remercier, de votre écoute. Oui, un gros merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Merci à nos Patreons qui nous supportent. Pour quelques dollars par mois, ça vous donne accès à plein de contenus bonus. Vous avez les capsules en dessous de la table à chaque semaine. Ben, pas à chaque semaine, à chaque épisode. Et vous avez aussi des épisodes bonus une fois de temps en temps, comme on en a eu un la semaine dernière parce qu'on a retardé notre épisode régulier. Ces épisodes bonus-là, c'est sur toutes sortes de sujets, là. Le dernier, c'était comme Un une, retour sur sur une partie de Game of Thrones qu'on a joué, récemment avec tous les rebondissements puis les backstabs en primeur qui ont été mis à jour. on est allé vraiment en profondeur, puis ça nous a fait revivre les émotions de la partie. Disons-le comme Ouais, ça. ouais, ouais, il y avait de l'intensité. Fait que tout Puis, ça est sinon, plus si sur vous notre page Patreon. Vas-y donc. ouais, puis j'allais dire, si vous voulez nous encourager autrement aussi, vous pouvez aller sur notre Spreadshop pour, vous procurer, un t-shirt ou même
un petit kit pour bébé à l'effigie de Board Game Duel. Donc, sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Continuez de grimper. Faites attention de pas tomber.